Cet été, un enseignant du CEMEC prendra la direction de la Sicile pour plonger au cœur d'un sujet aussi ancien que fascinant, l'acoustique des théâtres gréco-romains. Grâce à un projet de recherche soutenu par la Fédération des cégeps, Francesco Berlatta aura l'occasion d'étudier sur le terrain comment ces lieux, construits il y a plus de 2000 ans, permettaient déjà de projeter la voix avec une précision étonnante, bien avant l'invention des microphones. Bonjour, Monsieur Francesco Berlatta. Donc, vous êtes donc enseignant au CEMEC à Amqui. Là, vous allez en Sicile. Je voulais juste savoir, premièrement, comment cette opportunité-là d'aller en Sicile pour participer à un projet de recherche de la sorte s'est présentée à vous. Bien, c'est une suite d'un projet de mobilité enseignante que j'avais commencé il y a quelques années. Je m'étais intéressé à la géologie du sud-est de la Sicile, dans tout ce qui était l'étude des roches de cette partie-là. C'est une partie qui est spéciale à cause de la présence de deux lithologies différentes, roches sédimentaires et roches volcaniques. Et ensuite de ce travail-là, j'ai commencé à poursuivre mes recherches sur le terrain, puis je me suis rendu compte que toutes les structures, les bâtiments qu'on retrouve dans cette partie de l'île sont faites de ces deux lithologies-là. Et surtout, ce qui est intéressant, les théâtres antiques, donc construits par les Grecs et les Romains, utilisent la pierre calcaire, donc roche sédimentaire, et la roche volcanique. Donc, il ne faut pas oublier que la Sicile possède les volcans les plus actifs d'Europe, l'Etna, et dans son passé géologique, il y a eu un volcanisme qui aujourd'hui est éteint, qui a caractérisé tout son territoire. Donc, les anciens ont toujours utilisé ces matériaux-là pour la construction des bâtiments et donc des théâtres. OK. Puis là, est-ce que vous allez visiter quand même plusieurs théâtres quand vous allez faire vos recherches là-bas? Oui, effectivement. Donc, je vais visiter les théâtres, l'amphithéâtre de Catane. Donc, Catane, c'est la deuxième ville la plus importante de la Sicile. La première, c'est Palerme. Et la partie est de la Sicile a été colonisée par les Grecs pendant la période qu'on appelle la Grande Grèce. Puis les Romains ont conquis la Sicile, qui est devenue une province romaine. Et donc, on retrouve beaucoup de théâtres qu'on dit aujourd'hui gréco-romains. Donc, il y a le théâtre de Catane, le théâtre romain de l'amphithéâtre, et ensuite, il y a des théâtres grecs qui se trouvent plus dans l'arrière-pays. Il y a Syracuse, mais il y a aussi d'autres théâtres plus petits qui se trouvent, un à Palazzolo à Craides, un petit village dans l'arrière-pays de la Sicile, et de Syracuse, excusez-moi, et puis un autre qui s'appelle Morgantina, qui c'est plus dans les centres de la Sicile. Et pourquoi la Sicile en particulier? Y a quelque chose qui rend ces théâtres-là uniques? C'est justement le fait que c'est la pierre volcanique? Ou... Effectivement, c'est parce que c'est seulement à cet endroit-là qu'on retrouve ces deux lithologies différentes. La plupart des théâtres d'origine grecque sont faits en pierre calcaire, généralement. Tandis que dans cette partie-là, on retrouve ces deux types de roches. Et donc, ce qui peut être intéressant pour l'acoustique, voir un peu si ce type de roches affecte la qualité acoustique. Donc, il y a un intérêt sûrement unique pour la caractérisation. Puis, c'est que ces théâtres-là sont encore aujourd'hui utilisés pour faire des spectacles. Donc, il y a un intérêt aussi pour voir si ces théâtres-là sont encore utilisés grâce à leurs propriétés acoustiques. OK. Puis pour ceux qui ne connaisseraient pas ça, donc ils ne savent pas de quoi ça a l'air un théâtre gréco-romain, ça ressemble à quoi un peu? Oui, ils ont tous un peu la même structure. Il y a trois parties principales. Il y a les gradins, comme on pourrait voir aujourd'hui dans une structure qui semble un peu un stade de baseball. Donc il y a des gradins. Normalement, on utilise toujours la partie une colline, donc une pente naturelle. Ou parfois, okay, on peut même construire les gradins directement en taillant les rocs, donc comme c'est le cas du théâtre des Syracuse. Donc c'est un travail vraiment remarquable. Il faut penser sans utilisation d'aucune machine automatique comme aujourd'hui. Donc, c'était fait tout à la main. Ensuite, il y a une partie horizontale qu'on appelle l'orchestre, fondamentale pour l'acoustique. Normalement, ça, c'est une dalle en roche. Donc, ça peut être des blocs de roche qui ont été déposés, enfoncés dans le terrain. Et ça joue un rôle important pour la réflexion du son. Des formes circulaires dans le cas du théâtre grec, des formes demi-circulaires dans le cas du théâtre romain. Et ensuite, il y a la partie où les acteurs jouent
leurs pièces, on appelle ça la scène. Donc, généralement, des formes rectangulaires et très étroites. Ça, c'est les trois parties fondamentales des théâtres gréco-romains. OK, fait qu'il y a des théâtres qui sont vraiment complètement circulaires aussi? Oui, effectivement. Okay. L'orchestre est circulaire. Et ça, c'est parce que dans le théâtre grec, on utilisait cette partie-là aussi. Il y avait un chœur, donc il y avait des gens qui dansaient, donc qui accompagnaient les acteurs. Donc orchestre, c'est un mot qui vient du grec, ça veut dire danser, justement. Okay. Donc les Romains, donc un théâtre grec est différent à la base d'un théâtre romain, sauf des exceptions, disons. Qu'est-ce qui fait que ce théâtre-là, excusez-moi, que l'acoustique est aussi impressionnante? Mais c'est vraiment la configuration. On pense que tous les théâtres, à première vue, se ressemblent, vu qu'ils ont ces structures-là, mais en fait, il y a des paramètres géométriques qui sont interreliés. Donc, la distance entre les gradins et la scène du théâtre, l'avant-scène du théâtre, la dimension de l'orchestre, la pente moyenne des gradins, sont tous des paramètres géométriques qui sont interreliés et qui donnent une acoustique exceptionnelle. Donc, ça, c'est ça qui est fascinant. Il y avait des connaissances très approfondies de qu'est-ce qui était meilleur en acoustique par rapport à l'autre. Et ça semble que il y avait comme un savoir-faire qui était transmis d'une génération à l'autre. Donc, il n'y avait pas ce qu'aujourd'hui, on pourrait penser comme une architecture. Hein, des livres les anciens n'utilisaient pas des livres d'architecture pour transmettre l'information comme on fait aujourd'hui, mais il y avait un savoir-faire qui était transmis. Donc, ce qui marchait pas, il était plus reproduit, tandis que ce qui marchait, il était reproduit ailleurs. Un peu ce que moi, je pense que c'était fait. OK. Ouais. Puis là, pour étudier ça, pour faire des recherches là-bas, vous devez utiliser un équipement ou quelque chose? Oui. Je sais pas qu'est-ce que vous utilisez pour étudier ça? Bien, c'est certain, les équipements qu'on utilise aujourd'hui, modernes, c'est des équipements qui sont très sophistiqués et très coûteux. Et on a, dans mon projet, il y a la collaboration du CEREX, donc le centre ici de recherche et de transformation des produits forestiers en cuit. Les autres, les membres du CEREX m'ont prêté des équipements pour évaluer la qualité acoustique. Normalement, c'est des sonomètres, c'est des haut-parleurs pour mesurer le temps de réverbération. Ces instruments-là sont utilisés pour évaluer la qualité acoustique, normalement des panneaux absorbants dans un bâtiment. Et donc, moi, je me suis approprié de cet appareil-là pour l'exploiter pour mes recherches. Donc, l'Excerex m'a prêté les équipements pour approfondir ces recherches. Et en même temps, ça peut aussi montrer le potentiel que ces équipements ont, non seulement pour l'étude actuelle de l'acoustique du bâtiment, mais aussi dans un espace ouvert. Parce qu'il ne faut pas oublier que les théâtres, c'est des structures qui se trouvent dans un espace ouvert. Ben oui. Puis là, est-ce que cette recherche-là va pouvoir permettre d'avoir quelque chose à apporter aux étudiants aussi du CEMEC dans les prochaines années? Ou? Oui, ça, c'est un volet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, dans mes cours, on a des cours qui traitent l'acoustique. Donc, souvent, j'intègre mes recherches, mes résultats scientifiques dans les cours, avec des démonstrations. Je vais montrer aussi les données, ce que ça peut donner, ce type de recherche-là. Je fais la promotion dans les écoles primaires et secondaires, donc je vais montrer tout l'aspect acoustique d'un théâtre, l'aspect archéologie aussi. Donc ça peut toucher plusieurs disciplines, ce qui permet vraiment d'arrimer plusieurs disciplines comme l'histoire, les sciences, etc. Et aussi, je vais participer à des congrès ou à des séminaires sur mesure selon les besoins. Est-ce que ça pourrait amener à d'autres collaborations ou d'autres projets de recherche aussi pour pousser? Ça va-tu vous mener ailleurs? Un peu comme que vous disiez l'année passée, vous avez été plus pour étudier la géologie, puis ça va vous amener à aller vers les théâtres gréco-romains. Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter ailleurs encore après? Oui. En fait, le volet archéologie était un peu ce qui était un peu... moins présent, mais là, j'ai découvert qu'à l'UQAR, donc à l'Université du Québec à Rimouski, il y a un département des lettres et humanités qui s'occupe de l'archéologie. Et donc, j'ai trouvé des collaborateurs très intéressés par mes recherches et ça m'a permis de présenter mes données et donc d'avoir aussi des collaborations avec le personnel qui est lié à ce département-là. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des collaborations en vue future sur le sujet. Et donc, il faut juste voir quelle forme ces collaborations pourraient prendre, mais c'est sûr qu'il y a un intérêt important à ce niveau.
Super. Bien, écoutez, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, très fascinant. Puis j'espère vraiment qu'on va vous revoir à l'automne pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris pendant ce voyage-là. Puis on va vous réinviter, c'est sûr et certain. Y a-t-il un moyen de suivre un peu ça ou on va vous réinviter à l'automne? Puis, je pense qu'on peut, oui, on peut se faire une invitation. Moi, je suis sûr que si je vais faire la promotion, je vais voir si je peux faire la promotion aussi avec l'Italie, s'il y a des organisations, des organismes qui vont faire la promotion. Normalement, un peu comme la TVC, ils ont leur TV locale. Ils sont ils ont fait déjà des entrevues en italien, bien sûr. Il faudra mettre des sous-titres. En français, c'est pas compliqué, mais c'est bon. oui, c'est sûr que moi, je peux vous recontacter. Ça va faire plaisir. Super. Et comme ça, on va surveiller ça. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup.